Si vous aviez oublié Wagner depuis la mort de Prigojine, eh bien sachez que le groupe paramilitaire reprend du service très sérieusement. Selon une enquête du média d'opposition russe Verkhta, le groupe paramilitaire a donc repris depuis un mois un recrutement à grande échelle de mercenaires destinés à être envoyés non pas en Ukraine, mais en Afrique, notamment au Mali. C'est un recrutement qui avait été stoppé en mars 2023. 10 recruteurs sont actuellement sur le coup. C'est beaucoup, dit l'enquête. La chaîne principale du groupe paramilitaire a publié une vingtaine de messages en un mois avec des numéros de téléphone que les Russes ou Biélorusses, d'ailleurs, peuvent appeler. Regardez d'ailleurs le profil de ceux qui peuvent être recrutés. Des hommes de 22 à 50 ans. On leur propose un contrat de 6 mois, un salaire de 2400 roubles, voilà presque, alors on n'a pas mis 3000, mais c'est presque 3000 euros par mois tout de même. Et puis une assurance vie. Wagner qui reprend du service, Aurélien, est-ce que ça vous étonne? C'est vrai que ça a mis le temps, on en parlait énormément. Prigojine est mort dans un crash d'avion et après on a eu le sentiment, on savait que ça allait se démanteler peut-être petit à petit. On rappelle aussi que c'est, vous allez le dire, mais que c'est sous le joug désormais du ministère de la Défense russe. Bon, voilà, Wagner reprend un petit peu de sa superbe. Tout l'enjeu pour Wagner, c'était la chose suivante, c'est que, évidemment, c'était une entité à plusieurs têtes, donc il y avait le Wagner qui était sur son cœur de métier en Ukraine, et l'autre Wagner, plus agile, plus souple, en Afrique, qui était bâti sur un modèle qui rappelle ce que Vincent d'ailleurs connaît très bien de la France-Afrique. Et ce qui manquait après la mort, on va dire, accidentelle de l'essentiel de l'état-major de Wagner fin août, c'était une sorte de Jacques Foccart russe, de quelqu'un qui puisse reconstruire l'empire Wagner en Afrique. Visiblement, ils ont mis du temps à le faire. On avait cité des gens comme Andrei Averyanov, par exemple, pour reprendre les activités russes de Wagner, et il y avait beaucoup de prédation. Si vous regardez du côté des oligarques qui étaient intéressés par l'aspect prédation économique, il y a un certain Constantin Malofeyev, qu'on connaît bien en France parce que c'est lui qui avait des liens avec le Rassemblement national et d'autres mouvements d'extrême droite français, par exemple, mais je m'égare un peu. Tout le temps qu'a passé le Kremlin pour se repositionner en Afrique, c'était tout simplement pour être sûr que Wagner ne prenne pas trop son autonomie et que tout reste sous la main du Kremlin. Parce que l'utilité de garder quelque chose comme Wagner en Afrique, c'est que d'une part, ça leur permet d'agir dans des vides juridiques, dans des zones grises, ce qu'ils ne feront jamais les Français, par exemple. Nous, on n'a pas de mercenariat, quoi qu'en dise M. Makhlogonov. Et surtout, dans les relations qu'ils construisent avec les putschistes au Mali, au Burkina, au Niger, il fallait refaire une relation de confiance après la mort de Prigojine. Alors, ce que dit Verkhta, un recruteur qui porte l'indicatif Fraser dans ce média, là, ce qui a fait cette enquête, il dit « C'est intéressant, le flux de personnes souhaitant rejoindre les rangs de l'organisation de mercenaires en Afrique est important. Ils ne veulent plus aller en Ukraine avant 200 ans, mais en Afrique, de tels risques n'existent pas et le temps est meilleur, Lucas. » Oui, c'est presque humoristique. Enfin, ça serait drôle si c'était pas aussi grave. Vous le disiez tout à l'heure, Solène, on a cru qu'avec la mort de Prigojine, tout ça s'arrêtait. Mais il faut bien voir que la présence russe dans ces pays-là d'Afrique n'a jamais cessé. Aurélien l'expliquait, il a fallu réorganiser, reprendre en main, reprendre le contrôle à la fois des flux financiers et du recrutement des paramilitaires. Donc il y a une espèce de réorganisation, j'allais dire administrative, au sein de Wagner pour que ça passe sous le contrôle du Kremlin intégralement. Mais ça n'a pas empêché pendant cette période-là la Russie de continuer sa volonté d'emprise et d'installation en Afrique, notamment, alors il y a les mercenaires, mais pendant tout ce temps, la désinformation russe en Russie a continué et a même augmenté. C'est-à-dire que les capacités de désinformation de certains médias russes et des réseaux sociaux, notamment au Mali, mais dans d'autres pays d'Afrique aussi, a été considérablement augmentée ces derniers mois, au point vraiment de mettre en danger l'information avec un grand I dans un certain nombre de pays d'Afrique, où aujourd'hui il devient extrêmement compliqué d'avoir accès à des informations fiables, sourcées, face à une inondation par les réseaux sociaux de fausses informations qui amènent la présence de Wagner. C'est-à-dire que tout est fait pour que il y ait une sorte de recours indispensable à des mercenaires russes ou biélorusses pour stabiliser un pays qui est noyé sous de fausses informations. Aline puis Vincent. De rappeler quand même que Wagner a toujours été, même de façon, même si c'était non officiel, sous le joug et de façon organique liée à la défense russe, au ministère de la Défense russe, aux autorités russes. Certaines quand même
Ça a toujours été indépendant tout de même. Oui, c'était pas officiel. Maintenant, c'est très clair, mais ça a toujours été le cas. C'est juste l'organisation qui fait les basses besognes pour ne pas impliquer la responsabilité. Oui, mais juste précise pour les spectateurs, pour leur rappeler, on se rappelle que c'est lorsque Sergueï Shoïgu a demandé à ce que toutes les milices soient rattachées au ministère de la Défense russe que là, ça n'a pas plu à Prigojine et qu'il y a eu cette organisation de cette rébellion. Je suis pas d'accord. Financé et armé par le ministère de la Défense, malgré tout. Oui. Voilà, merci. Ça fait quand même des années et des années dont on sait de ce qu'ils sont capables. Ils sont même, et de rappeler quand même qu'on parle d'un groupe qui est reconnu comme organisation terroriste par l'Union européenne et la France. Donc de quoi on parle aussi? On parle aussi notamment, il y a une palette. Wagner a capté l'attention médiatique partout sur la planète par la figure de Prigojine qui est mort comme il a vécu. Mais a priori, il y a moult quand même milices. Gazprom a sa milice. Voilà. Et ce sont des milices terroristes, c'est-à-dire que ces gens-là, parce que le Kremlin aussi, via ces groupes, est en train de piller, mais les ressources à besoin d'or et puis les ressources des pays, et ils pratiquent des exactions ignobles telles que viol, massacre ou rasage de villages. Et il ne faut jamais oublier de le mentionner, je pense, quand on parle de ces groupes-là. Vincent Verhofstadt dit dans son enquête qu'il y a 32 pays africains qui tombent sous la sphère d'influence de Wagner. Ça paraît beaucoup. Oui, alors il faut quand même affiner un peu le regard là-dessus. Vous avez des points d'appui historiques, en l'occurrence la République centrafricaine et le Soudan. Vous avez aussi des piliers qui sont la Libye. Alors évidemment les efforts qui sont entrepris au niveau du Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, avec quelques aventures d'ailleurs d'un bonheur inégal au Mozambique par exemple. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour le Soudan moyen russe, l'Afrique c'est quand même beaucoup plus attrayant que le bourbier ukrainien. D'abord c'est moins dangereux, on se paye sur la bête, y compris humaine, sans encourir de risques énormes. La volonté de Moscou, c'est une mise sous tutelle organisée, car il était hors de question de tuer la poule d'or. Il fallait maintenir évidemment les actifs Wagner, notamment or, métaux rares, diamants, etc. Et de fait, cet effort réussit là, un peu moins ici. C'est-à-dire que vous avez effectivement le tandem, Aurélien faisait allusion, il y a le fameux général Andrei Averianov, numéro 2 du renseignement militaire, qui était l'ancien commandant de cette fameuse unité 29155, celle qui a liquidé, y compris par le poison, des dissidents réels ou supposés à l'étranger. Et puis il y a un vice-ministre de la Défense qui s'appelle Yunusbek Evkourov, qui fait la tournée des grands-ducs africains. Mais par exemple, ce qui m'a été raconté par des témoins privilégiés, c'est que en République centrafricaine, c'est compliqué parce que les anciens de l'époque Wagner avaient noué des liens humains très denses avec la présidence, les pro-russes les plus frénétiques de Bangui, etc., etc. Et donc là, le tuilage, il est un peu acrobatique. Dans d'autres pays, ça se passe mieux. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'ils se heurtent aussi parfois au catéchisme de souveraineté. Au Mali, le Mali d'Assimi Goïta, donc putschiste évidemment, avec une junte qui dirige maintenant le pays, un coup d'État à double détente, eh bien, on ne voit pas d'un très bon œil une captation des ressources, alors que dans d'autres pays, c'est plus facile. Donc tout ça n'est pas simple, mais imaginez qu'aujourd'hui vous avez 32 pays d'Afrique qui sont d'une manière ou d'une autre sous la coupe post-Wagner, non, ça n'est pas aussi ça me paraissait en effet beaucoup, donc je préférais vérifier avec le spécialiste des pays d'Afrique que vous êtes, puisque vous avez fait de nombreux reportages pendant de nombreuses années sur le continent africain. Juste très rapidement, si quelqu'un veut réagir à cette information, parce qu'après on va partir en Israël, il n'y a pas que l'Afrique, on apprend aussi que Ramzan Kadyrov, il suffit de suivre la chaîne Telegram du leader tchétchène, que lui va ramener 300 anciens combattants de Wagner dans ses rangs. Voilà ce que dit Ramzan Kadyrov. Le ministère russe de la Défense, en gros à tout coordonné, a déjà attribué le nombre requis de postes vacants au sein de l'unité. Dans un avenir proche, tous les problèmes d'organisation seront résolus et les combattants pourront commencer à mener des missions de combat opérationnelles. Et puis pour bien terminer, je suis sûre que cette décision aura très bientôt un impact significatif sur le déroulement de l'opération militaire spéciale. Ce qui est intéressant parce qu'on rappelle tout de même que les relations n'ont pas toujours été faciles entre les Tchétchènes et les Wagnériens. Si, Vincent ? Non. Ah oui, d'ailleurs, moi je me souviens d'échanges fleuris entre Kadyrov et... Bah oui, puis c'est eux qui avaient été envoyés pour arrêter Prigojine lors de sa rébellion et de sa montée vers Moscou, qu'il n'a jamais atteint, mais... Il y a du gagnant-gagnant parce qu'on avait beaucoup décrit les Kadyrovtsi, donc les guerriers de Kadyrov, comme des guerriers Titoch qui avaient
pour utilité de faire des crimes de guerre et de se prendre en vidéo. Mais l'utilité qu'a Kadyrov lui-même, c'est que dans la volonté de normaliser, d'annexer Wagner aux forces régulières, il ne faut pas oublier que Kadyrov, lui, est rattaché à la garde nationale. Il a un rang équivalent à celui d'un haut gradé de l'armée régulière russe, même s'il n'en fait pas partie. Ce que lui fait, c'est qu'il veut récupérer des cadres de Wagner pour déjà mieux cadrer ses propres forces, et aussi c'est sa manière d'annexer ce qu'il peut dans sa participation à la garde nationale, la Rosgvardia.